pour cette deuxième intervention Monsieur Loïc Javon, qui est directeur de l'association Altea. Il vient de Grenoble. Vous allez nous présenter du coup votre regard sur l'évolution de la prostitution en France, voilà, que vous avez développé du coup avec votre travail au sein de votre association, qui propose notamment un accueil, une écoute et un accompagnement social. Votre association propose différents services, Oasis 38, je pense que vous allez pouvoir présenter, et l'Appart, qui est un accueil de jour pour toute personne en situation ou en risque de prostitution ou victime de la traite des êtres humains. On vous laisse la parole. Je vais prendre ce micro. Je vous remercie. Donc bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, parfait. Donc je voulais vous remercier, pour l'accueil, l'espace de parole et aussi la mobilisation, en tout cas votre mobilisation, aussi bien les acteurs institutionnels que les acteurs associatifs et les acteurs politiques. C'est un sujet en tout cas qui mobilise et qui concerne. Effectivement, aujourd'hui, avec le sujet de la prostitution des mineurs et pleinement dans l'actualité médiatique et politique, donc ce qui permet en tout cas de pouvoir s'en saisir et en parler et puis essayer de créer ou en tout cas de mettre en place des actions sur ce champ. Donc à l'instar de mes collègues qui m'ont présenté un temps sur cette journée-là, et en complémentarité, je vais essayer de vous dresser un panorama du sujet de la prostitution. Donc, je vais essayer d'avoir une approche un peu plurielle sur cette question-là. Je vous prie de me pardonner, parce que je vais me retrancher derrière ma condition d'homme et la difficulté de faire deux choses à la fois. Je reste quand même séquentiel. Voilà. Je vous remercie pour votre indulgence. En guise de préambule, je voulais d'abord resignifier le contexte, en fait, tout simplement. Effectivement, cette journée d'études s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. À savoir que la prostitution, elle a été reconnue au sein de l'Union européenne en février 2013 et inscrite dans une résolution du Parlement. Donc c'est assez récent, c'est un peu moins de 10 ans. Et en France, la prostitution a été reconnue comme une violence en soi, une violence faite aux femmes, grâce au 5e plan interministériel de lutte contre les violences. Donc le sujet de la prostitution et ce lien avec les violences, s'est fait il y a moins d'une dizaine d'années. Et pour autant, la prostitution, comme ça a pu être évoqué, elle s'inscrit dans un continuum des violences. On l'a évoqué, des violences à la fois sexuelles, physiques, psychologiques, morales. Donc là, l'idée, c'est pas de vous dresser le panorama et un listing de l'ensemble des violences, mais c'est pour contextualiser. Par définition, la violence, c'est une menace. C'est une menace sur l'intégrité physique, morale et psychique d'une personne. Et la santé, si on fait le lien avec ce sujet de la santé, qui se caractérise comme un état de bien-être physique, moral, mental et social, défini par l'OMS, et bien en fait, forcément, le fait de vivre des violences, ça vient de fait impacter la santé. Donc, l'idée, c'est, en tout cas moi de ma place, c'est d'avoir un raisonnement syllogisme, c'est qu'à la fois le sujet prostitution et santé, en fait, il y a une double relation, une double entrée, parce qu'à la fois, ça vient amener un regard sur les violences qu'ont vécues les personnes, et aussi sur ce qui les amène à être en situation de prostitution, et également les effets que ça peut engendrer que d'être en situation de prostitution. Donc forcément, ce vécu-là, on a parlé de traumatisme, et je vais reprendre une définition, voilà, pour aussi se dire ce qu'il y a derrière le concept de traumatisme, et je vais reprendre une définition des sciences sociales, et elles se définissent comme tout événement subi, brutal, entraînant pour le sujet qui en est victime des transformations plus ou moins profondes et plus ou moins réversibles. Donc on voit bien que le traumatisme, il y a un ancrage très individuel, très personnel et très profond. Et pour les professionnels du champ sanitaire et du champ social, effectivement, c'est là où il y a un terreau dans le travail. Tout à l'heure, on évoquait la question de la souffrance, et effectivement, derrière la souffrance se cachent des fois des événements traumatiques, et même si nous, de notre place, on n'est pas des acteurs de santé, c'est quand même un sujet à traiter, sur lequel on doit permettre à la personne de verbaliser et d'apporter un récit de vie. Donc nous, on n'a pas, au sein de notre service que je vais présenter, notre association, on n'a pas de professionnels de santé. Par contre, c'est de se dire comment on peut aborder ce sujet-là.
en partenariat, en réseau, et on peut essayer de trouver des leviers pour favoriser l'expression des personnes et avoir une action qui n'est pas directement thérapeutique. Puisque la parole est une chose, mais on verra, il y a différentes activités sur lesquelles on peut s'appuyer pour favoriser l'expression, puisque les personnes n'ont pas toujours la capacité de verbaliser. Donc c'est aussi d'avoir en tout cas ce regard-là. L'enjeu de cette journée, à mon sens, c'est effectivement d'avoir un socle commun, d'avoir une culture commune pour des professionnels et des acteurs qui ont des cultures professionnelles qui sont parfois différentes. Et donc forcément, c'est important de comprendre de quelle place on parle et de comprendre de quelle place l'autre professionnel agit. Quels sont ses champs d'intervention, mais aussi ses limites. Parce que tous et toutes, on converge dans le même sens. Et effectivement, on est confronté à des limites. Voilà, des limites qui sont parfois associatives, institutionnelles, en termes de moyens, ou même plus individuelles. Et pour le coup, ce n'est pas incriminer l'autre institution, l'autre professionnel, qui va régler. C'est par contre comment on nomme ses limites pour justement faire ensemble auprès d'un sujet commun qui est le public et les personnes. Donc nous, c'est l'enjeu qu'on souhaite faire. Et dans ma démarche, et dans la démarche de cette journée, je pense qu'on est sur un triptyque. Et ce triptyque, il est de comprendre. Comprendre ce que c'est que la prostitution. Ça, c'est fondamental. Pour pouvoir saisir pleinement du sujet, il faut justement avoir des éléments de compréhension, des clés de lecture, pour que justement, ça puisse nous permettre d'avoir une analyse. Et dans cette analyse-là, ça nous permettra de repérer et d'identifier ce qu'il y a et si les personnes sont concernées ou pas par la prostitution, sont en risque ou pas de prostitution. Et ça, ce préalable-là, c'est ce qui permet par la suite d'être dans une démarche d'accompagnement. Donc forcément, il y a tout un cheminement à avoir. Il est à avoir du côté des professionnels, mais aussi du côté des adultes en fait. Donc c'est pour ça que l'enjeu d'être sur un registre de prévention, de sensibilisation assez large, et c'est important parce que chacun peut se saisir du sujet. Donc, nous, de notre place, et je parle au nom de l'association, on n'est pas des professionnels de la formation, très clairement. Par contre, nous, notre volonté, comme on peut le faire avec les personnes, c'est de susciter la réflexivité, d'amener de l'esprit critique. Et je pense que c'est ce qui peut amener les personnes concernées aussi à se questionner sur leur parcours de vie et avoir leur propre cheminement. Tout à l'heure, il y avait la question vis-à-vis des jeunes, ou même vis-à-vis de n'importe quelle personne, sur le verbe « devoir ». En fait, si on est sur une injonction auprès des personnes, ou si on est sur ce discours-là, après, ça dépend bien évidemment du lien qu'on a avec la personne, mais ça peut avoir une position très descendante, voire peut-être même moralisatrice. Et ça, par rapport à des personnes qui sont en fragilité, en précarité, et qui sont dans des difficultés relationnelles, ça peut avoir un contre-effet. Donc justement, d'amener les choses et les sujets par le biais de questions, c'est aussi inviter la personne à s'interroger. Et c'est un peu le cheminement, en tout cas, que nous, on essaye d'avoir, et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Donc, l'association Altea. Donc effectivement, c'est un acronyme. Effectivement, nous sommes des acteurs sociaux principalement, et on s'inscrit dans la philosophie du care, du prendre soin. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un angle social. Et effectivement, on voit bien que le sanitaire et le social n'évoluent pas de façon cloisonnée, et que l'un a un impact sur l'autre. Et on voit bien entre les professionnels, il y a beaucoup de personnes qui vont consulter ou voir des professionnels de santé et qui vont aborder la question, leurs difficultés sociales. Et inversement, il y a des personnes qui ont des difficultés de santé et qui vont en parler aux professionnels du champ social. Et c'est tout là les besoins d'articulation qu'il peut y avoir, aussi bien entre les professionnels, mais aussi entre les politiques publiques, puisque effectivement, le système tel qu'il est composé amène à avoir des champs de compétences entre l'ARS, la DETS et les départements, et c'est tout l'intérêt, et je trouve ça chouette que tout le monde puisse, en tout cas aujourd'hui, converger dans le même sens pour que justement on évite de fonctionner en silo. Donc l'association Altea, c'est une association laïque, qui est financée par l'État pour le coup, et qui s'inscrit dans le champ de l'accueil, hébergement, insertion et logement. Donc c'est un lieu de transition et on s'adresse principalement à des personnes en situation de vulnérabilité, principalement sur Grenoble et l'agglomération et sur le département de l'Isère. L'enjeu pour nous, c'est de proposer un espace d'écoute, d'accueil, d'accompagnement et d'accès aux droits communs.
Donc on travaille aussi bien sur un accompagnement individuel, mais aussi sur des actions collectives. Il y a 2 services, 2 entités à Altea. Il y en a une qui s'appelle Oasis 38, voilà, qui propose un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans le diffus, plus un autre dispositif qui est l'intermédiation locative, qui s'inscrit dans la politique du logement d'abord. On accueille majoritairement des femmes, femmes seules ou avec enfants, quelques familles et quelques hommes isolés. Le trait d'union qui peut se faire entre les 2 services, c'est le dispositif accès. Le dispositif accès, c'est un dispositif national d'accueil sécurisé des personnes victimes de la traite des êtres humains et principalement d'exploitation sexuelle. L'enjeu, c'est de mettre à l'abri, de mettre en protection des personnes en les éloignant géographiquement de leur lieu d'habitat où elles sont clairement menacées, pour justement leur proposer un hébergement ailleurs et un accompagnement social. Donc nous, à Oasis 38, on a des places fléchées qui font partie de notre contingent CHRS. Donc ça, effectivement, c'est une démarche propre à chaque association que de pouvoir intégrer le dispositif accès. Donc après, derrière, effectivement, il faut être sensibilisé à la question de la traite et de l'exploitation sexuelle. Et donc le trait d'union qui peut se faire, c'est celui avec le service L'Appart. Donc l'Appart, c'est effectivement un service spécialisé qui, comme il a été présenté, s'adresse à des personnes en situation de prostitution, en risque de l'être. Donc tout le versant préventif, en tout cas, on y est attaché, qui s'inscrivent ou non dans le cadre de la traite des êtres humains. Donc nous, dans notre philosophie, on est sur un accueil inconditionnel, voilà, sur un principe de non-jugement, sur un principe de libre adhésion, de confidentialité et de consentement éclairé. Je relie à la volonté de forger l'esprit critique des personnes et d'amener une démarche de questionnement. En fait, que les personnes souhaitent ou pas sortir de la prostitution, c'est après le travail, en tout cas, qu'on essaie d'avoir, en tout cas de faire avec elles, de dessiner un autre parcours, un autre chemin de vie dans lequel elles sont moins en souffrance. Mais après, la décision leur appartient, puisque quand on travaille majoritairement avec des adultes, et pour le coup, on ne va pas décider à leur place. Et on ne peut pas non plus décider à leur place parce que derrière, on n'a pas vécu ce qu'elles ont pu vivre. Et c'est aussi pour ça que, quelle que soit la volonté de la personne, on est dans une logique de non-jugement. Et ça, c'est la clé de voûte. Donc, on se situe dans ce qu'on appelle la veine du travail social, ce principe de non-jugement, où effectivement, malgré le fait qu'on bénéficie d'un agrément parcours de sortie de prostitution, et on parlera effectivement de la loi de 2016 qui a une vocation très abolitionniste, nous, l'enjeu, c'est de travailler avec l'ensemble des personnes qui sont orientées, ou en tout cas qui viennent au service, et de cheminer avec elles. C'est Antonio Machado qui dit « le chemin se fait en marchant ». Donc en fait, effectivement, les choses se font pas à pas, et l'idée, c'est de pouvoir être un point d'appui pour les personnes, mais un point d'appui qui restera temporaire, puisque l'enjeu, c'est d'amener l'ouverture. Donc, très rapidement, on est sur un accompagnement social global. On a une file active de 60 personnes, mais on accompagne 96 personnes. Donc effectivement, on est saturé comme bon nombre de services. On effectue, en plus de l'accompagnement social, des maraudes. Donc on a des maraudes de rue, c'est ce qui nous permettra d'aborder la question des lieux de prostitution. Des maraudes numériques, ce qui nous permettra d'aborder la question de l'évolution de la prostitution. Et effectivement, on se situe et on est au carrefour de l'invisible et du visible. Peut-être même du visible par rapport à une prostitution de rue qui était massive et de l'invisible par rapport à une prostitution numérique qui commence à prendre le pas. Donc l'enjeu, en tout cas, c'est de proposer également d'autres choses, en plus de l'accompagnement. On propose des actions collectives. Et donc, l'idée des actions collectives, c'est de favoriser des leviers d'expression. Donc on a la chance après de mobiliser, de se saisir d'appels à projets, tout simplement, pour venir compléter un peu les propositions, en proposant de l'art-thérapie, en proposant du théâtre, en proposant du self-défense féministe, et un groupe de parole qui est animé par une psychologue clinicienne. Donc l'enjeu, c'est de trouver tous les biais possibles pour permettre à la personne de nommer les choses, ou en tout cas de les extérioriser, en tout cas dans la mesure du possible, sans pour autant que ça vienne la fragiliser. Donc dans nos démarches de maraude, on a la volonté d'être dans une démarche de réduire les risques, d'être dans une démarche de réduction de risques en distribuant du matériel et en informant les personnes.
Et effectivement, en tout cas, on essaye de mener des actions de prévention autour de la santé, notamment par rapport à des petits déjeuners santé qu'on fait avec des partenaires. On fait venir des partenaires pour aborder une thématique, pour que justement il y ait un regard croisé qui soit un peu moins formel, puisque le petit déjeuner permet un peu plus de convivialité. Et donc c'est tout l'enjeu en tout cas de ce qu'on souhaite amener nous de notre place. Aujourd'hui, c'est effectivement, au-delà du service, c'est d'amener un regard sur une évolution législative. Donc je vais essayer de ne pas être trop... je vais essayer de survoler cet aspect-là, c'est justement pour amener quelques clés de compréhension sur l'évolution en France. Au préalable, il est important, ça a déjà été fait, de définir ce que c'est que la prostitution. Donc la prostitution vient du latin, prostituere, qui signifie se vendre. Donc clairement, on est effectivement dans les définitions qui sont plutôt actuelles. Et dans le cas du droit, effectivement, on est sur le fait d'une activité d'une personne qui consent. Donc après, on peut se poser la question du réel consentement. Alors voilà, parce que quand on est en situation de précarité, est-ce que c'est un consentement choisi ou un consentement par défaut? Enfin, il y a vraiment un débat derrière. À pratiquer les rapports sexuels avec un nombre de personnes indéterminé, moyen en rémunération. La question de la rémunération, c'est ce que Mme Poivron évoquait, la question du paiement. En fait, c'est assez vaste. Et on voit bien que pour les personnes, et notamment pour les plus jeunes ou les mineurs, elles se caractérisent pas uniquement par un paiement en espèces et en argent, mais ça peut être le don d'objets de valeur marchande, de sacs à main, de vêtements de grande marque, de services, de voyages, de financement de sorties, de dons aussi de produits, du cannabis ou d'autres substances. Donc on voit bien qu'il y a forcément un rapport mercantile entre une ou plusieurs personnes. Et c'est ça qui oriente les choses et qui amène quelque part un mouvement de domination de l'un par rapport à l'autre. Et on le verra un peu tout à l'heure dans les mécanismes opératoires, justement ce qui peut se jouer sans pour autant être trop redondant par rapport à ce qui a été dit. Donc l'évolution de la loi en France, effectivement, on va revenir un petit peu en arrière, à savoir qu'il y a, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Il y a deux régimes qui peuvent caractériser la prostitution. Il y en a même plusieurs qui sont en évolution, mais pour donner les grandes lignes, il y a un régime réglementariste, en fait, qui prône justement la revendication de la prostitution comme un métier à part entière, qui évacue bien évidemment la question de la traite, mais donc voilà, où des personnes, notamment le STRAS, qui en sont les représentants, mais qui ne sont pas structurés comme un réel syndicat, mais plus comme un champ associatif, voilà, revendiquent le fait de bénéficier des mêmes droits et prônent une reconnaissance. Il y a des pays qui sont sur ce régime-là, je pense notamment à la Suisse, voire même à l'Allemagne ou à l'Espagne. Aujourd'hui, nous en France, on est sur un régime, et clairement avec la loi de 2016, on va venir abolitionniste. Pour le coup, la prostitution est clairement reconnue comme un délit. Et là, ce qui a pu évoluer dans le cheminement, c'est qu'aujourd'hui, la loi de 2016, elle reconnaît comme les personnes comme victimes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc progressivement, le cheminement législatif de la France l'a conduit à être sur un régime abolitionniste. Donc effectivement, la loi de 2016 a permis en 1946 de fermer les maisons closes. Donc effectivement, là où pouvait se pratiquer la prostitution, ça a amené d'autres formes et d'autres modalités de prostitution parce que ça ne l'a pas conduit à disparaître. Donc quand bien même il y a une volonté répressive, derrière c'est comment on accompagne et on amène d'autres mesures qui tendent à protéger les personnes. Et pour le coup, je vais faire rapidement le pont avec la loi de 2003. Je vais peut-être rappeler la loi de 1960, effectivement, qui ont défini le racolage. Et le racolage, juste avant de parler de la loi de 2003, ça peut être intéressant. C'était, dans le cadre de cette loi-là, de décret plutôt, c'était défini comme une attitude affichée sur la voie publique en vue de provoquer la débauche. Donc, en fait, les personnes qui étaient en situation de prostitution, c'est elles qui invitaient à la débauche. Ce n'était pas les clients. Donc, on voit bien le regard qui peut être porté sur les personnes, et on voit bien l'évolution de la loi telle qu'elle va se caractériser par celle de 2016. Donc, en fait, les coupables, en tout cas les personnes qui étaient répréhensibles, c'était des personnes en situation de prostitution.
Et clairement, la loi de 2003, voilà, qui a été portée sur la sécurité intérieure, elle a fait une distinction entre le racolage actif et le racolage passif. Ce qui venait à venir mettre des contraventions pour les personnes en situation de prostitution. Qu'est-ce que ça produit, ça, très clairement? Ben, ça produit en fait une forme d'isolement où les personnes en situation de prostitution se sont éloignées des centres-villes, ont été plus à la périphérie, plus sur les routes, plus en marche, donc dans un climat d'insécurité, parce que pas forcément aux yeux de tous, pour justement pratiquer, ou en tout cas proposer de la prostitution. Ça a permis aussi à la fois d'exposer les personnes en situation de prostitution, mais de protéger aussi les clients, d'être du regard de monsieur tout le monde, enfin des passants. Donc forcément, on voit bien qu'un mouvement législatif induit des choses, et c'est pour ça qu'il faut avoir de la réflexibilité sur, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que la loi? Quelle est l'intention de la loi? Qu'est-ce qu'on veut protéger à travers cette loi? C'est Albert Camus qui dit que la démocratie, c'est avant tout la protection des minorités. Donc, pour le coup, si on est sur ce registre-là, en tout cas dans cette philosophie de loi, clairement, il y avait besoin, nécessité de faire évoluer la loi. Et c'est dans ce cadre-là qu'a pu advenir la loi du 13 avril 2016, excusez-moi, visant à lutter contre le système prostitutionnel, le proxénétisme et la traite des êtres humains. Très clairement, cette loi, elle s'est appuyée sur 4 piliers qui sont nommés. Donc c'était d'inverser la donne, à savoir surtout de permettre que les personnes en situation de prostitution soient reconnues comme des victimes. Et ça, c'est un élément fort. Et au-delà de reconnaître les personnes comme des victimes, c'est de mettre en place des moyens, et notamment un outil, qui est le parcours sortie de prostitution, sur lequel on reviendra, pour que justement on puisse proposer un accompagnement social, un cheminement auprès de la personne, pour qu'elle puisse avoir des points d'appui pour se décaler de sa condition. Effectivement, il y avait l'idée de responsabilité du client, en le pénalisant, voilà, par le biais d'amendes ou en lui faisant passer des stades de responsabilisation. Donc forcément, ça change un peu de paradigme. Après, à savoir comment se décline la loi au sein de chaque territoire et de chaque département, c'est un autre sujet. Alain Faure, qui est politiste, parle de démocratie différentielle. En fait, la démocratie différentielle, c'est le fait que la loi, même si elle est la même sur l'ensemble du territoire national, elle ne se décline pas de la même façon sur chaque territoire. Et on voit bien, quand bien même il y a des réalités qui sont communes, la façon d'attraper le sujet par les institutions n'est pas la même. Et pour le coup, c'est après l'importance justement de porter le sujet, d'établir des diagnostics, de telle façon à objectiver les propos. Nous, ce n'est pas notre métier d'être dans l'objectivation. On n'a pas une démarche scientifique, on n'a pas une démarche de recherche, on a plus une démarche empirique, mais qui a la volonté, en tout cas, d'apporter un éclairage et de s'appuyer à la fois sur le cadre législatif, mais aussi sur des courants de pensée, des courants de recherche. Les points clés de la loi, donc effectivement, c'est l'abrogation du délit de racolage, c'est de responsabilité le client, donc avec une contravention de 1 500 € et des stages de responsabilisation. C'est établir des mesures de protection et d'accompagnement des victimes, donc notamment par des parcours de prostitution, d'avoir des actions de prévention et de sensibilisation. Voilà. Et pour vous, c'est là où ça peut se mesurer à la fois auprès du grand public sur une prévention primaire, ou même au sein des établissements scolaires. D'autant plus avec le sujet de la prostitution des jeunes et des mineurs. Et aussi de mettre en place des instances départementales pour justement coordonner l'action en faveur des victimes. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces instances départementales, ces commissions départementales, elles ont un rôle fondamental. Elles ont un rôle fondamental pour justement, bien évidemment avec la préfecture et le préfet comme pilote et comme ayant un rôle décisionnaire, donc soit le préfet, soit un de ses représentants, mais pour justement organiser, réfléchir et établir une stratégie à mettre en œuvre, à la fois dans le cadre du parcours sortie de prostitution, mais aussi dans des axes à mener sur chaque territoire. Parce que c'est pas le tout de porter une loi, c'est comment la rendre opérationnelle. Et c'est tout l'enjeu, en tout cas nous, de notre place d'association spécialisée. C'est comment on peut essayer d'être ressource, voilà, et comment on peut essayer de justement de travailler avec les institutions pour se dire comment on fait en fait. Clairement, qu'est-ce qu'on constate conjointement et quelles actions on peut mettre en place avec effectivement nos forces et nos limites.
On n'est pas dupe. On sait qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est effectivement toute la dimension budgétaire et financière, et que malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas sur des volants illimités, et donc il faut parfois cibler et établir des stratégies qui permettent en tout cas de lever ses freins et surtout d'envisager les possibles. Donc effectivement, il y a un rôle stratégique de cette commission, mais également il y a aussi un rôle par rapport à l'engagement sur le parcours sortie de prostitution. Donc à savoir que dans chaque commission, il peut se déployer un versant sur le parcours sortie de prostitution. Donc très rapidement, je vais en parler, mais je sais que ça va être l'objet du propos de mon collègue tout à l'heure. Donc le parcours sortie de prostitution, il a vraiment vocation à proposer aux personnes un engagement, voilà, pour une entrée sur 24 mois, avec tous les 6 mois une instance pour renouveler ou pas ce cheminement-là, de telle façon à ce qu'à l'issue de ces 24 mois, on puisse envisager une sortie. C'est là où on voit que les temporalités ne sont pas les mêmes. 24 mois pour sortir de la prostitution, c'est plutôt court. On voyait bien que, on évoquait tout à l'heure sur la question de la prostitution jeune, on était sur un temps long. L'entrée en prostitution se fait très largement en minorité. Donc comment, sur cette période courte, on peut envisager un parcours évolutif, puisque après, au sein de chaque renouvellement, l'attention qui est portée, c'est sur qu'est-ce que la personne a fait concrètement. Ce qui est demandé, c'est des éléments factuels et objectivés, avec un regard particulier sur l'insertion sociale, certes, mais professionnelle. Donc, il y a des éléments à avoir, il y a un bon timing à trouver entre un cheminement avec la personne pour l'amener à un moment donné où il y a suffisamment de maturité pour intégrer le parcours pour que ça puisse être un réel levier, un réel rebond pour la personne. Si la présentation parcours se fait de façon trop prématurée, ça peut être un échec à la fois pour la personne et perçu à la fois un échec par les membres de la commission. À savoir que les membres de la commission, ils sont représentés par différentes instances. Je ne vais pas tous les nommer, peut-être parce que ce sera personnel tout à l'heure, mais effectivement, il y a l'État, la préfecture, police, gendarmerie, les associations spécialisées, l'éducation nationale, l'ARS. Voilà. Donc, c'est un regard pluriel qui est proposé sur ces situations-là. Et justement, cette instance-là permet et invite les personnes à se rencontrer, à se coordonner. La vocation de ces instances, ce serait de multiplier, en tout cas, de multiplier ces groupes de travail pour justement aller plus loin sur certains sujets. En tout cas, ça c'est de ma place un souhait, une volonté, qu'au-delà de ces instances, on puisse avoir d'autres temps de travail qui permettent de faire le lien entre une volonté, un objectif et une tentative, en tout cas une intention de rendre clairement cet objectif réalisable. Maintenant, pour avoir essayé de poser un peu le cadre légal, ce qui se joue, c'est effectivement de comprendre le système constitutionnel dans sa globalité. Et pour le comprendre, on va envisager deux axes. La question sur les mécanismes opératoires. Effectivement, on a pu le voir, le dire tout à l'heure, que la prostitution s'inscrivait dans un continuum des violences. Et d'une certaine façon, ce qui est en filigrane, c'est la question de l'emprise. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit, notamment dans les modes opératoires. Effectivement, nous, on s'adresse majoritairement à des adultes, voilà, ce qu'il faut savoir, on parlera tout à l'heure du public. On s'adresse aussi à des mineurs, mais un peu plus à la marge, et il y a la volonté en tout cas d'aller un peu plus sur ce sujet-là, puisque les choses sont liées, en tout cas par rapport au public. Mais dans la stratégie des réseaux, il y a clairement une volonté d'emprise et de manœuvre dolosive, c'est-à-dire de manipulation qui est faite à l'égard du public, de façon insidieuse, implicite, pour justement asseoir une domination. Cette domination, elle peut être assez fine, et ça peut être la logique qu'on peut rencontrer chez les plus jeunes, de la séduction, des climat de confiance, des loverboys, où justement on profite d'une volonté des plus jeunes d'être sur un registre d'attachement, de recherche affective, pour que justement on crée une relation et que derrière, une fois qu'il y a cette relation-là, on puisse activer l'emprise et la manipulation. Donc voilà, c'est effectivement des copains professionnels ou c'est des copines voilà, qui vont amener une autre copine dans leur galère et justement à les amener dans ces pratiques-là. Voilà, et qui vont vendre un peu un plan d'argent facile sans forcément nommer ce que ça peut impacter. Et effectivement, dans les mécanismes d'emprise, il y a clairement des fois des situations d'enfermement,
d'isolement des personnes, voilà, de menaces. Effectivement, quand il y a des personnes qui sont en situation de traite, il y a une question de dette et de chantage. Chantage qui peut se faire par rapport aux personnes qui sont au pays, voilà, et notamment leurs enfants et la famille, et qui peut se faire par rapport à des menaces physiques ou des représailles pour que justement ces personnes contribuent à rembourser la dette. Donc effectivement, l'idée c'est de mettre la personne en situation de vulnérabilité, en situation de dette, voilà, de dette financière ou symbolique, de telle façon à ce que derrière on puisse avoir la main sur elle. Et ça, cette logique et ce mode opératoire, il est insidieux et se construit dans le temps. Effectivement, il y a une volonté d'isoler les personnes, d'où le processus d'enfermement. Donc, d'enlever le téléphone portable, de mettre la personne uniquement dans une chambre, ou uniquement dans la rue, d'éviter à ce qu'elle soit en lien avec d'autres personnes, et parfois même qu'elle ne soit pas en lien avec des services spécialisés. Il y a des personnes, quand on fait des maraudes de rue, là, la dernière qu'on a pu faire vendredi soir dernier, il y a 2 personnes qui nous ont vu qui ont vu les travailleurs sociaux de loin et qui sont partis en courant. Voilà. Et la dernière fois qu'elles sont passées, elles avaient laissé à proximité des préservatifs, du matériel de réduction de risque. Donc en fait, c'est là où clairement il y a un décalage pour les personnes dans les représentations qu'elles peuvent avoir avec les institutions et les associations qui ont une volonté de les aider et ce qui leur est dit par les proxénètes et par le réseau. Où justement, c'est contrebalancé. Il y a des personnes qui pensent qu'on a un lien très direct avec la police et qui ont des représentations aussi sur la police et le rôle que la police peut avoir pour les aider dans cette démarche-là. Et c'est toute la difficulté de déconstruire ces représentations-là et de réintroduire derrière cette question de traite, la plainte. Donc, ce qui veut dire que faut que la personne puisse verbaliser, avoir suffisamment confiance et aussi se décaler parfois d'un discours et un récit initial qui était un peu plaqué, parce que derrière, c'est ce qu'on leur a dit parfois de nommer, de telle façon à ce qu'on puisse faciliter leur intégration ou l'obtention d'un statut. Et on voit bien que quand des fois, il y a des récidives qui sont nommés dans le temps, et il y a des contradictions qui sont, parce que là, en fait, il y a une question de confiance des personnes, et elles savent qu'elles peuvent déposer la parole. Et effectivement, ces contradictions-là les desservent auprès d'instances, parce qu'on a l'impression qu'elles sont dans le mensonge. Et c'est ça qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que quand on est dans une situation de traite, on est victime, on est sous la pression, on regarde de menaces directes ou indirectes par de la famille, de dettes qu'on peut contracter. Donc, comment avoir un discours clairvoyant? Je pose la question. Et je pose la question à tout le monde et à toutes les instances. À travers ces modes opératoires, effectivement, la position se caractérise sous la forme d'un système. Et dans ce système-là, forcément, il y a des acteurs. Ce système se joue soit des fois à l'échelle internationale, et qui nous dépasse, nous, notre place complètement, puisque effectivement, quand il y a des réseaux qui viennent de Chine, d'Afrique, d'Amérique latine, en fait, on est sur quelque chose qui nous dépasse largement, à savoir que la question de la traite des êtres humains et l'exploitation, sur l'exploitation sexuelle, c'est le deuxième trafic le plus important derrière la drogue. C'est ce qui génère le plus de recettes dans le monde. Donc on voit bien que clairement, la marchandisation des corps, c'est un business. Et derrière une logique économique, et forcément, pouvoir essayer de prendre le contre-pied de ça, c'est très compliqué parce que, en tout cas, les réseaux qui se sont structurés auront à cœur de mettre les moyens pour pas qu'ils soient déjoués. Et donc de mettre des pressions auprès des personnes de telle façon à ce qu'ils ne soient pas dénoncés. Donc dans les acteurs, il y a effectivement des proxénètes, voilà, et il y a une organisation. Il y a effectivement des personnes qui sont à la traite, qui sont des patrons, qui sont également des rabatteurs. Il y a des personnes qui vont recruter, des personnes qui vont identifier les personnes en situation de vulnérabilité et de fragilité pour justement les mettre en situation de prostitution, vont aussi évoquer des promesses. Et les promesses, notamment dans le cadre de la traite des êtres humains, c'est les promesses de venir dans un autre pays pour un avenir meilleur. Donc on leur vend la possibilité de faire des études, de pouvoir trouver un travail, d'avoir des meilleures ressources pour justement aider les familles. Et quand les personnes arrivent, c'est l'envers du décor. Et là, le couvercle se referme. Et c'est toute la difficulté et l'isolement dans lequel les personnes sont, c'est que derrière, quels moyens, quels points d'emprise elles ont
quand elles arrivent dans un pays où elles n'ont aucune connaissance du système, qu'elles n'ont aucune connaissance de l'environnement social et culturel. Et forcément, nous, notre travail avec les personnes, que ce soit au niveau du service ADA, que ce soit au niveau du service d'Oasis 38, c'est de leur donner des compréhensions sur le système. Et c'est quoi, en fait, chaque institution, c'est quoi? À quoi ça sert réellement? C'est pas uniquement l'accès au droit, c'est essayer en tout cas d'amener un peu de réflexivité pour qu'elles comprennent qu'à un moment donné, si effectivement elles vont à l'hôpital ou dans un service médical, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire, vers qui elles peuvent s'orienter. Et ça, c'est tout l'enjeu de compréhension qui est en tout cas à mettre à l'œuvre. Dans les acteurs, il y a effectivement des personnes qui s'occupent de la logistique, donc de mettre des fois en ligne les annonces, de rechercher des lieux de prostitution, d'approvisionner en stupéfiants, de donner de la fourniture, de veiller aussi à ce que ce soit la prostitution indoor, donc cachée, ou la prostitution de rue se déroule au mieux, qu'elle ne soit pas gênée. Donc forcément, il y a des personnes qui gravitent autour, et il y a des personnes effectivement qui sont dans des registres de contrôle et de surveillance. Dans ce système-là, il y a également les victimes. Donc les victimes, très clairement, je ne vais pas revenir parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est des personnes pour lesquelles il y a des facteurs à risque en termes de vulnérabilité et de fragilité. Pour la plupart, elles ont vécu des violences antérieures. En fait, arriver à la prostitution, de la même façon, il y a tout un cheminement qui n'est pas anodin. Si on prend la trajectoire de vie de chaque personne, on se rend compte qu'il y a eu des moments de violence, des moments traumatisants qui les ont conduits à avoir ce repli-là. C'est jamais gratuit. Après, il y a des personnes qui vont assumer et revendiquer le fait d'être en situation de prostitution. Il y a une question tout à l'heure qui tournait sur ce sujet-là. Il y a des adultes qui se revendiquent leurs conditions, en disant oui, moi je peux être en situation de prostitution, il n'y a pas de problème. Et quand en fait on déplie leur parcours de vie, ça nous renvoie les mêmes fragilités. Sauf que je pense qu'il y a peut-être, et je suis peut-être pas bien placé, mais des mécanismes d'auto-persuasion. Si elles prennent conscience de ce qui se passe, il peut y avoir un effondrement. Et c'est plus simple de se persuader qu'en fait on a fait les bons choix et qu'on assume sa condition, qu'on est maître de ce qui se passe pour nous et de ses choix par rapport aux clients. C'est plus simple à assumer, c'est ce qui se passe auprès des jeunes, d'être sur ce registre d'auto-persuasion, parce que sinon, c'est s'exposer à sa propre réalité. Donc parfois, je pense, mais pour le coup, une personne peut faire se mentir pour accepter peut-être leurs conditions malheureusement. Donc effectivement, c'est des personnes qui sont abîmées, qui ont essayé de soit dégradées. Et puis après, dans ce système-là, il y a les clients. Et les clients, qui sont-ils? Effectivement, il y a beaucoup de questions sur qui sont les auteurs, qu'est-ce qui est fait auprès d'eux. En fait, ce qui est fait auprès d'eux, c'est malheureusement pas grand-chose parce que le projecteur, les financements et le mouvement qui est enclenché ne se fait pas auprès des auteurs. Et pour autant, les victimes peuvent devenir auteurs. Et parfois, les auteurs peuvent aussi cacher derrière une souffrance, avoir recours à la prostitution. Et effectivement, il faut pouvoir le mesurer, en fait, ce que ça produit, et que derrière, effectivement, il y a une forme d'exploitation, d'esclavagisme moderne, quelque part, avec un registre et un levier comme pouvoir, l'argent. Donc voilà, c'est l'instrument moderne de domination, aujourd'hui, c'est l'argent. Donc forcément, pour les clients, c'est aussi d'avoir un travail de prévention, aussi bien auprès des plus jeunes, et fondamentalement auprès des plus jeunes, que des adultes. Et pour le coup, on voit bien que dans certains quartiers, ils font des escapades, des périples en Espagne, à la Jonquera, et on peut même se questionner sur le fait que ce soit un rituel même entre garçons, d'aller là-bas. Et il y a des déplacements, et c'est assumé. Et quand on discute avec eux, ils viennent dire, mais en fait, normal, elles en ont envie. Elles en ont envie, elles s'offrent à nous et tout, puis on les paye bien, il n'y a pas de problème en fait. Et en fait, ils ne perçoivent pas ce qui se joue derrière. Ils voient que la rara, et ils ne connaissent pas l'envers du décor. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un registre de prévention pour nommer ce qui joue derrière. Parce qu'effectivement, on l'a dit, la presse, il y a un modèle économique derrière, il y a une logique libérale, et c'est construit, structuré. Donc c'est aussi de déployer ce regard-là auprès des plus jeunes pour qu'ils comprennent aussi qui sont les acteurs
et comment se déroule le système prostitutionnel. L'évolution de la prostitution en France, effectivement, je parlais tout à l'heure du visible à l'invisible, et très clairement, aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. La prostitution a évolué d'un point de vue très structurel. On est sur une prostitution qui passe par le numérique aujourd'hui. Ça, ce phénomène-là, il a été accéléré par les épisodes Covid, mais qui était déjà en place, en fait, cette question de l'évolution de la prostitution, avec l'émergence d'Internet. Voilà, clairement, ça a changé notre façon de vivre. Dominique Boulier, qui est sociologue, parle de révolution numérique. En fait, il a changé notre rapport au quotidien, à l'espace, au temps, aux relations, aux consommations, et tout à chacun. Et donc, forcément, ce contexte-là de révolution numérique qui s'est fait dans une fourchette de 20 ans est complètement dû nous bouleverser et nous dépasser, nous, en tant qu'adultes. Parce qu'Internet, c'est quoi? En fait, c'est une fenêtre sur le monde. Et est-ce que les adultes peuvent avoir un regard sur ce qui joue quand il y a une fenêtre sur le monde qui est à portée de main et qui est dans la poche, notamment des plus jeunes? C'est la grande difficulté aujourd'hui, de justement pouvoir évoquer le sujet. En tout cas, sur les lieux de prostitution, effectivement, et sur cette question de visible et d'invisible, en fait, pareil, la prostitution, elle a toujours existé, sauf que ça a été un sujet tabou, donc on ne voulait pas forcément se saisir jusque-là. Et il y a une sociologue qui s'appelle Marine Loiseau-Le-Russe, et qui dit qu'en fait, la question de l'invisibilité, c'est avant tout une construction sociale. Une construction sociale qui se fait par un regard politique et un regard scientifique. Et on voit bien que derrière certaines recherches scientifiques, il y a certains courants de pensée, notamment dans la culture anglo-saxonne, où en fait, le primat de l'objectivité de la recherche, il est balayé parce que nous-mêmes, nous sommes un produit culturel. Et que le chercheur parle de sa place parce qu'il a eu l'éducation, il évolue dans un environnement social et culturel bien précis. Et ça aussi, il faut composer avec et l'avoir à l'esprit. Donc les évolutions du lieu de prostitution, effectivement, il y a ce qu'on peut appeler la prostitution sur la voie publique. Et en fait, la prostitution sur la voie publique, elle existe, sauf qu'aujourd'hui, elle touche les personnes qui sont le plus en précarité. Très clairement. Qui n'ont pas forcément le recours de pouvoir se protéger ou avoir un lieu, et donc elles composent avec ce qu'elles peuvent et ce qu'elles ont. Et on voit très bien aussi, dans la perception des gens, et même chez les plus jeunes, on parle de la prostitution de rue ou dans des caves comme des crasseuses, alors que derrière, il y a un modèle plus glorieux, plus valorisant, quand on parle d'escorting, d'accompagnement. Donc clairement, même là, dans le vocabulaire et dans la sémantique, la façon d'attraper la prostitution aujourd'hui, et notamment chez les plus jeunes, on est sur un registre de glamourisation. On veut vendre du rêve. Et ce phénomène de glamourisation, il a été communiqué par les médias, il a été voilà, les télé-réalités, les publicités, les magazines, et par même le phénomène, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de la porn food. C'est un anodin porn food. On vend quelque chose qui donne envie, qui est dégoulinant et qui n'est pas forcément très bon pour la santé. Donc on met en scène des aliments, voilà, du fast-food, mais sous un versant très attractif. Donc c'est une question de packaging. Et aujourd'hui, dans l'esprit des plus jeunes, ils évoluent, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Les plus jeunes et les jeunes générations ont grandi avec Internet. Donc ils évoluent dans cet environnement-là. Ils ont été biberonnés par Internet, par les réalités, les réseaux sociaux, les médias. Donc forcément, ils n'ont pas le recul et la structure mentale pour faire ce pas de côté-là. Et effectivement, même pour les adultes, ce recours au numérique peut être facilitant dans les relations entre le client et la personne en situation de prostitution, et facilitant aussi pour les proxénètes, parce qu'effectivement, c'est difficilement palpable, attrapable, et on peut facilement semer le trou. Donc, de cette prostitution, on parle il y a eu la prostitution indoor, mais qui devient un peu caduque dans les bars à champagne, les salons de massage, et qui touche notamment sur Paris beaucoup de salons asiatiques. Voilà, salons de massage. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? En fait, c'est plutôt avéré, et en fait, c'est pareil, c'est caché. Il y a la prostitution logée, effectivement, qui passe aussi par Internet. Donc, il y a Airbnb, il y a Booking, les hôtels. Il y a la prostitution de cité, parce qu'effectivement, même si la prostitution touche toute catégorie socio-professionnelle et tous les jeunes,
quels qu'ils soient, quel que soit leur milieu d'origine, la prostitution existe bel et bien, et sauf qu'effectivement, elle expose d'autant plus des publics qui sont en plus grande vulnérabilité. Donc c'est un peu l'inquiétude qu'il peut avoir. Et la prostitution numérique. Et clairement, la prostitution numérique, on est sur des sites de petites annonces. Donc il y a des sites comme Sex Model ou Annonce. Ce matin, juste avant de venir, je suis allé sur Sex Model et ou Annonce, juste pour avoir les chiffres. Donc sur Sex Model, 212 personnes en situation de prostitution à Clermont, voilà aujourd'hui. 212. Et sur ou Annonce, donc le deuxième site, 144. Voilà. À Clermont. Après, il y a peut-être des doubles profils, enfin, voilà, je peux aller plus loin, et c'est juste pour nommer le nombre. Donc on voit bien qu'il y a une logique derrière de touring, où les personnes vont de ville en ville, et donc c'est d'autant plus insaisissable, à la fois pour les forces de l'ordre, que pour les structures sociales, sanitaires, de pouvoir justement accompagner ces personnes. Et ça, c'est des sites qui sont clairement, on est sur des scortings, on parle en rose pour la tarification, et on voit bien même que au niveau de la tarification, la prostitution de rue, on peut être à 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros pour un acte, une fellation, une relation sexuelle. Par contre, sur les sites, on est sur une consommation, enfin une pratique à l'heure, qui va avoisiner les 100 euros, 150 euros, 200 euros ou plus. Donc on voit bien que derrière, le poids économique et le packaging, il est différent, il génère d'autant plus d'argent pour au final la même chose, des personnes victimes de prostitution. Et avec un côté plus funky, plus joli, quoi. Le package est plus beau. Et effectivement, aujourd'hui, ça évolue, il y a les réseaux sociaux, et c'est là où effectivement la question de la jeunesse est d'autant plus intégrée, et c'est d'autant plus insaisissable. Et bien ça se traduit sur des comptes Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Et c'est important, et nous, notre place, on essaye d'investir en numérique, mais c'est là où on voit que les adultes sont complètement dépassés. Ils sont complètement dépassés parce que dans nos pratiques professionnelles, les travailleurs sociaux, le rapport à l'outil informatique et au numérique, c'est pas forcément si évident que ça, hein, plein de raisons. Il y a un petit décalage. Mais pour autant, si on part du postulat qu'il faut être présent là où sont les personnes ou là où sont les jeunes, et en fait, c'est sur la toile. Ça ne veut pas dire qu'on va se substituer, on va substituer le travail de relation à un travail virtuel, mais par contre, l'entrée sera différente. C'est juste ça. L'entrée et la permanence du lien. Parce que ça le permet, justement, d'avoir une permanence du lien. Et d'autres sites qui ne sont pas aussi revendiqués pardon. Donc ça, c'est un... Je vous avais dit que je ne savais pas faire deux choses à la fois. Donc ça, effectivement, c'est typiquement un site d'escorting. Donc pareil, là, c'est un catalogue en ligne. Hein. On rend ses prestations, la taille du bonnet, l'origine ethnique, le numéro de téléphone, la ville, les pratiques. Enfin, c'est vraiment assez hardcore, mais c'est une réalité. Hein. Et effectivement, le phénomène, je ne vais pas forcément l'aborder parce que je vais être un peu en prise de temps, mais du sugar dating, où effectivement on voit beaucoup chez la prostitution étudiante, où en fait on trouve des mécénats pour venir financer un peu les études, et c'est pour ça que la rémunération elle est à percevoir au sens large du terme. Et il y avait des campagnes publicitaires, notamment en Suisse, parce qu'il y avait un vide juridique qui a permis justement de mettre en ligne. Il y a des sites. Donc ça c'est plutôt les réseaux sociaux. Voilà, il y a des sites comme OnlyFans qui étaient initialement une plateforme pour du contenu créateur au sens large. Sauf qu'avec le Covid, le contenu créateur il a clairement été orienté et on voit bien l'image qu'il peut y avoir, c'est assez suggestif quoi, sur le contenu d'image aujourd'hui. Et on voit bien que ça, les pratiques de set-camming, de webcamming, elles ne sont pas reconnues comme de la prostitution aujourd'hui. Donc après, effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce que la prostitution? Est-ce que de la pornographie, c'est de la prostitution? Mais on voit bien qu'il faut envisager les choses de façon systémique. Tout est interdépendant. Donc la prostitution, on va dire, c'est la situation peut-être la plus grave sur la question de la sexualité pour les personnes, mais elle se déploie autrement, et pour autant avec des incidences et des conséquences d'un point de vue psychique et corporel qui sont peut-être du même acabit. Pour l'évolution des publics, donc effectivement, aujourd'hui, par rapport à Internet, effectivement, je parlais de glamourisation et on constate que dans les pratiques, il y a pareil une numérisation de la sexualité. Voilà, donc très clairement,
On réserve en ligne, tout se fait en ligne. Donc voilà, les personnes peuvent venir à domicile, on peut se déplacer. Donc le phénomène d'ubérisation, il se joue à tous les niveaux. Donc c'est faciliter la consommation. Donc, derrière, il y a un modèle de société de faciliter la consommation et d'isoler les personnes. Et d'être dans des relations parfois entre les personnes uniquement mercantiles. Donc forcément, ça interroge sur les modèles de société. Donc par rapport au public, effectivement, aujourd'hui ça a changé. Donc on a parlé effectivement de la marchandisation du corps avec des enjeux financiers. Et aujourd'hui, l'argent, comme j'ai pu dire précédemment, il est perçu non plus comme un moyen, mais une finalité en soi. Quand des fois on peut discuter avec des plus jeunes, est-ce qu'on leur demande ce qu'ils veulent? En fait, c'est de l'argent. Et quand on leur demande, mais pourquoi faire? Pour avoir de l'argent. Donc on voit bien que l'outil que ça peut être, en tout cas le moyen, et dans l'esprit, dans le regard que peuvent avoir les personnes, et notamment les plus jeunes, il est complètement abîmé. Et la finalité en soi, on passe de l'être à l'avoir. Je consomme donc je suis. Et on existe parce qu'on consomme. Donc forcément, ça, mis bout à bout, ça vient aussi expliquer, donner un peu des clés de compréhension sur la bascule entre la prostitution des jeunes, les conduites pré-prostitutionnelles qu'on peut appeler du michetonnage. Grosso modo, c'est la terre pour le michetonnage, c'est un peu utiliser son capital de séduction pour obtenir des faveurs, des avantages en nature, mais voilà, avec effectivement des relations parfois sexuelles ou parfois intimes. Mais en tout cas, il y a ce mécanisme-là qui est utilisé, et aussi les conduites sexuelles à risque. Voilà, ou des fois, aujourd'hui, d'avoir un multipartenaire, d'avoir des pratiques sans protection, c'est plus un problème. Donc on voit bien que derrière cette consommation de la sexualité par les écrans, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les télé-réalités, la pornographie, en fait, il y a un lien de corrélation qui se fait. Après, le lien de causalité, je ne peux pas le dire, il y a des courants de pensée sociologique qui peuvent se contredire, mais en tout cas, il y a un panorama qui nous permet de dire qu'il y a quand même quelque chose qui joue sur le triptyque jeunesse, numérique et sexualité. Et beaucoup, il y a peut-être des choses à faire. Et effectivement, dans ce registre-là, par rapport aussi à l'évolution du public, le fait d'être sur les réseaux sociaux, je vais reprendre Serge Tisseron qui parle de besoin d'extimité, d'imposer, de la volonté d'exposer son intimité aux yeux de tous. Et là, pareil, sur son rapport au corps, sur son image et dans sa construction, ça vient avoir une incidence. Ça vient avoir une incidence et ça vient décaler les limites qu'on peut se donner. Une jeune fille ou un jeune homme qui va avoir des positions suggestives avec son téléphone ne sera pas en capacité de le faire devant vous comme ça dans notre histoire. Ce sera juste impossible. Donc on voit bien comment l'objet fait tiers et facilite en fait justement l'aspect marketing et la vente de quelque chose. Parce que derrière, c'est d'avoir des followers, d'avoir une popularité qui est illusoire, mais en tout cas qui vient nommer des carences et une difficulté à se construire. On évoquait effectivement la construction identitaire, elle qui est d'autant plus forte chez les jeunes, avec le besoin d'appartenance, et on voit bien qu'il y a des manques qui sont à ce sujet-là. Donc sur la question des publics, je fais beaucoup de digressions, vous pouvez m'excuser. Effectivement, la traite des êtres humains, en fait, en France, si je reprends le site égalité femmes-hommes du gouvernement, ça concerne la prostitution 85% des femmes, donc ce qui veut dire que 15% de la prostitution concerne aussi des hommes, et pour autant, on n'en parle pas. Et c'est des réalités que nous on rencontre au service, je vais y venir, et qui rencontrent majoritairement 83% de personnes étrangères. Alors là, on est sur la prostitution adulte. Donc ça sous-tend le fait que derrière, si c'est des personnes étrangères, il y a un phénomène clairement avéré de traite des êtres humains. Et pour le coup, effectivement, en fonction des territoires géographiques, on va avoir des typologies de population. Nous, on a principalement au service des personnes nigérianes, congolaises, donc voilà, principalement d'Afrique. Après, on a d'autres panoramas avec des personnes d'origine des pays de l'Est, Bulgarie, Roumanie, et des personnes donc, qui sont à la fois parfois dans une demande ou dans une non-demande. Et ça, on va y venir. Et donc, il y a des populations, par exemple dans le sud de la France, sur les territoires, on a plus de population d'Amérique latine. En Espagne, c'est également le cas.
Donc après, il y a une cartographie du réseau qu'on peut dessiner avec les typologies de population. En Belgique, il y a une population chinoise qui est aussi assez importante. Donc on voit bien qu'il y a des mouvements migratoires qui se font dans ce cadre-là et qui forcément amènent la prostitution. La prostitution masculine par rapport au public, pareil, elle a toujours existé, elle existe, mais elle est taboue et elle est d'autant plus à nommer pour des hommes parce que derrière ça véhicule une question de honte et aussi d'avoir des pratiques sexuelles pour des hommes hétérosexuels avec des homosexuels. Pour aussi dire que des hommes en situation de prostitution, quand aussi les clients sont parfois aussi des femmes, et des femmes plus âgées. Nous, on rencontre beaucoup de personnes au service qui sont angolaises et qui sont jeunes. Et qui viennent nous voir aujourd'hui, mais comment elles viennent nous voir? Par le bouche à oreille. Donc clairement, nous, de notre place, on essaie de lever le sujet de la prostitution masculine, mais pour en fait dresser un panorama. L'enjeu, c'est pas d'avoir un registre binaire et de mettre en opposition les femmes et les hommes, c'est d'aborder le sujet et de parler des personnes. Parce qu'effectivement, après, il y a des personnes transgenres, voilà, et la pluralité des publics, quel que soit le genre ou pas, le sexe ou pas, amène les mêmes problématiques. Et donc forcément, il y a la prostitution des mineurs, et je voulais juste revenir à ça par rapport au public. Moi, ce qui me questionne aujourd'hui, c'est qu'on parle de prostitution des mineurs. Il me semble que la protection de l'enfance, inscrite dans le Code de l'action sociale et familiale, s'adresse aux 0-21 ans. Donc les 18-21 ans qui sont majeurs, qu'est-ce qui se passe pour eux? J'interroge. Si on prend juste le registre de la loi et de la protection de l'enfance, pourquoi on parle uniquement de la protection des mineurs? Les 18-21 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, et c'est là où en fonction des départements, on va se saisir du sujet différemment. Il y a des départements qui vont se dire que ce public n'est pas concerné, d'autres qui vont se saisir. Donc pareil, il y a aussi une attention à avoir vis-à-vis de ce public. Pour nous, la santé, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un axe fort d'accompagnement social. Et derrière, on rencontre souvent les personnes qui ont un parcours de vie assez traumatique. Et donc, la question du récit de vie est prégnante. Et ce qu'on peut constater, et c'est ce qui a été révélé, en fait, quelles que soient les personnes, adultes ou jeunes, et la situation de prostitution prend un ancrage dans un passé traumatique. Il est de carence affective, éducative, de précarité et de parcours migratoire. Et forcément, il y a des événements qui ont amené une rupture, et c'est sur ces ruptures-là qui amènent le cheminement à la prostitution. Et toujours est-il, c'est que derrière, comment ça se traduit? Je vais aller très vite parce que je pense que vous êtes quand même mieux spécialisé que moi sur la question des traumatismes. Des traumatismes à la fois psychiques, effectivement, des troubles aussi du stress post-traumatique, qui sont aussi très difficiles à nommer et à identifier, d'où un travail de fond engagé et une mise en lien entre les acteurs du social et du sanitaire pour aborder le sujet et de voir sur des situations aussi sensibles comment on accompagne et comment on attrape la question. Il y a effectivement des troubles de l'humeur qui peuvent se faire, qui touchent les affects, qui se trouvent les habitudes. Il y a effectivement des troubles somatiques, et nous, on constate qu'il y a des personnes qui ont effectivement des troubles du sommeil, qui ont des réactions de violence assez débordantes, qui ont des troubles alimentaires, des troubles musculo-squelettiques, parce que effectivement, le corps est un objet. Et la dimension psychosomatique, forcément, elle est à prendre en compte. Donc par rapport aux personnes, effectivement, elles ont vécu des violences et des effractions corporelles répétées. Et donc, nous, l'enjeu, c'est justement d'identifier qu'est-ce qu'elles peuvent vivre comme type de violence, et le contexte de société produit lui-même aussi de la violence. Les personnes qui sont en précarité, et effectivement, notamment pour les femmes, on a un triple effet de domination. Pour les femmes, pauvres et racisées. Et quand je parle de racisé, je fais référence à une culture anglo-saxonne, c'est une réalité. Et il y a un triple effet de domination qui est cumulatif et qui amène d'autant plus de précarité. Et cette précarité-là, forcément, elle expose, elle renforce la vulnérabilité, et de ce fait, il y a des mécanismes de dissociation des personnes,
voilà, pour justement pas prendre soin de leur santé et de ne pas avoir accès aux droits et accès à la santé. Il y a des personnes qui refusent, voilà, parce que derrière, il y a l'effondrement, parce que derrière, il y a la crainte, et donc derrière, il y a un phénomène de non-recours aux droits et de non-demande. Et après, il y a le laboratoire Odenor qui investit sur la question du non-recours et de la non-demande, parce que même s'il n'y a pas de choses avérées, le besoin est là. Et parfois, et nous on rencontre avec les populations roumaines, quand on fait des maraudes, en fait, ben, on va faire du bien, on va essayer de créer justement des faire bien au service, mais il y a un refus. Mais peut-être que le refus, il est parce que ben, leurs besoins primaires, c'est-à-dire en termes de santé, en termes alimentaire, il n'y a pas eu de réponse. Et si on vient juste pour nommer du discours, en fait, pour elles, on est inutile. Donc peut-être que, pareil, dans les approches et dans le travail qu'on peut engager, eh ben, il y a des choses auxquelles on peut réfléchir pour aller vers le public et peut-être même répondre à un besoin primaire. On évoque, là sur notre territoire, la question du camion de santé, effectivement, qui permettrait de faire des soins de première nécessité dans un environnement qui le permet, qui soit un peu aseptisé, qui soit à l'abri des regards et qui permettrait de répondre à ces besoins-là. Et je pense qu'en répondant à ces besoins-là, le public qui est dans la non-demande et non-recours, peut-être qu'il aura un peu plus d'attention et d'écoute et la volonté d'être en lien dans l'échange. Donc effectivement, j'ai évoqué sur les questions de précarité économique et aussi la stabilité administrative, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont dans des situations administratives complexes, qui sont droit de titre, et qui vont avoir le non-choix, pour avoir de la subsistance, d'avoir recours à la prostitution. Et ça, on rencontre particulièrement chez les hommes, qui ont un parcours migratoire et qui rentrent dans le cadre de la prostitution, parce qu'en fait, c'est une prostitution de survie, tout simplement. Donc forcément, ils discutent entre eux, et parfois, il y en a qui les orientent vers des cafés, vers des lieux de prostitution, pour dire, en fait, si tu veux chercher quelque chose, j'ai un plan, et c'est comme ça qu'en fait peut se faire dans la foulée. Donc, pour conclure, j'ai essayé de tenir la ligne. La prostitution, que ce soit auprès des adultes comme auprès des plus jeunes, elle se situe au carrefour entre le social, le judiciaire et le sanitaire. Et pour les plus jeunes, il y a même la dimension éducative. Et pour tous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça nécessite d'articuler le travail auprès de l'ensemble de ces sphères professionnelles pour que justement on puisse apporter une réponse qui soit cohérente et qui soit commune. Donc l'enjeu, c'est pas de se dire il faut travailler en partenariat pour parler, mais comment on peut essayer de l'incarner, de le proposer. Et pour ça, il faut créer des espaces concrets de coordination des instances pour que justement les professionnels connaissent le périmètre de chacun et puissent s'interpeller mutuellement. Il faut créer les canaux et les leviers de communication pour faciliter ça. Je pense qu'on peut être assez consensuel sur le fait de dire oui, il faut travailler en réseau partenariat, ouais, c'est chouette. Mais concrètement, en fait, comment on y arrive? Comment on arrive à déployer un réseau? Qui peut le porter? Et c'est tout l'enjeu, en fait, qui nous réunit aussi aujourd'hui, je pense. Et il est d'autant plus important que face au phénomène de la prostitution des jeunes et des mineurs, on est sur des professionnels qui ont un sentiment d'impuissance, c'était évoqué tout à l'heure, qui se sentent démunis. Donc si on arrive à créer des espaces de partage pour envisager une réponse commune, et ben ça permettra à minima de moins se sentir seul et d'essayer d'apporter des pistes de réponse et en tout cas un lieu pour essayer d'amener de la réflexion. Et effectivement, des espaces d'accueil et d'écoute, en fait, ok, c'est pareil, hein, les personnes qui sont en situation de position, que ce soit les jeunes ou les adultes, et ben en fait, il faut leur créer des espaces d'accueil. Parce que proposer un accueil, c'est se rendre disponible. Et pareil, si on veut que ces personnes aient une existence sociale, il faut leur créer une place. Et quand on accueille quelqu'un, on la reconnaît quelque part et on lui offre une place. Il y a une dimension symbolique, mais aussi une dimension de construction identitaire. Et on voit bien quand les services sont en tension, que ce soit les services médicaux, les services de soins ou les services sociaux, quand ils n'ont pas le temps à accorder, ils ne peuvent pas accueillir et donner une place à la personne. Et forcément, s'ils ne peuvent pas donner une place à la personne, ils ne peuvent pas être dans une attitude d'écoute.
Et l'attitude des couples, et ben effectivement, c'est pas tant pour répondre à la personne et lui donner une solution, mais parfois aussi pour comprendre ce qu'il joue. C'est tout ce cheminement-là. En tout cas, ça met en tension justement à la fois les conditions de travail et une volonté clairement et un engagement des professionnels. Et par rapport aux plus jeunes, ça met aussi en dialectique deux choses, la volonté parfois de maintenir le lien avec les plus jeunes et de déclencher un signalement. Et il y a des professionnels qui sont partagés, qui vont tarder à enclencher un signalement parce qu'ils ont peur de perdre le lien. Et justement, c'est comment, entre plusieurs professionnels, on peut s'articuler pour dire qui signale. Ok, vous avez bien, gardez-le. Nous, en tant que structure, on va signaler. C'est aussi ça l'articulation. Il y a une stratégie à avoir pour permettre la permanence du lien avec les plus jeunes. Et ça reste la clé de tout. On parle des jeunes, et on parle des jeunes et des personnes, parce que c'est à la fois le problème, parce qu'elles sont en situation de position et c'est compliqué, mais elles sont aussi la réponse. Et quand je parle de ça, les plus jeunes sont aussi des vecteurs de sensibilisation, de communication. Et il ne faut pas apporter qu'une réponse d'adulte, sinon on va se tromper. On voit bien qu'en tant qu'adulte, s'adresser à des plus jeunes, déjà on n'a pas de crédit, on est vieux. C'est vrai. Déjà il y a un gap qui se crée. Donc c'est aussi de s'appuyer sur des jeunes qui peuvent aussi faire preuve d'initiative, qui sont aussi sensibles au sujet, pour justement communiquer et avoir un autre écho. Et je pense que là, il y a des choses sur lesquelles il faut associer la jeunesse dans la réflexion et dans la stratégie pour agir. Et donc, effectivement, ces personnes-là, elles ont un niveau de tolérance, je vais essayer d'accélérer, elles ont un niveau de tolérance qui est parfois complètement décalé. En fait, elles ont tellement subi de violences répétées qu'elles ont un niveau d'acceptation et de tolérance des violences qui ne leur permet plus de comprendre ce qui est normal, de pas normal. Et ça, on le voit aussi bien chez les adultes que chez les jeunes, en fait. Mon proxénète m'a frappé, mais ça va, il m'a pas trop fait mal, c'était bon, il m'a pas frappé au visage. Ouais, enfin, bon. C'est là où ça interroge, c'est que derrière, en fait, il y a une acceptation de la violence, et c'est là où il faut nommer les choses, et il faut aussi se comprendre que ces personnes-là, qui vivent ces situations-là, elles ont un pouvoir de résilience et un pouvoir d'agir, dont il faut se saisir. Ce n'est pas uniquement des victimes. Parce que si elles tiennent debout et qu'elles arrivent à vivre ce qu'elles subissent, c'est que quand même, il y a une assise, et il y a une force quelque part. Et c'est de venir chercher cette force et de partir là où la personne elle en est, et d'autant plus chez les plus jeunes. Et effectivement, je vais reboucler sur la commission départementale, et notamment sur chaque délégué des droits aux femmes et à l'égalité. Effectivement, elle vient là pour aussi coordonner et porter des actions. Et c'est aussi comment des sujets que nous on peut traverser, aussi bien en termes de réflexion, de questionnement ou de volonté, qui peuvent être portés à connaissance de telle façon à ce qu'on vienne centraliser les choses et que ça puisse après se déployer auprès de nous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Alors, on a pas mal de questions sur le téléphone. Vous parlez d'Internet comme lieu de prostitution. Or, par définition, il n'y a pas de prostitution à distance. Quelle est votre perception des sites de monétisation de photos et vidéos pornographiques? Alors, je ne sais pas si je vais avoir une réponse qui va en tout cas être une vraie réponse. Pour autant, on voit bien qu'il y a un rapport mercantile. Après, c'est ce qu'on met derrière la définition de la prostitution. Si effectivement il y a une relation sexuelle physique, on peut se dire, peut-être que c'est défini, qu'il n'y a pas de prostitution. Mais pour autant, ça vient amener une trace numérique, et c'est ça en fait dont il est question aujourd'hui. C'est que les jeunes et les personnes qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux, sur Internet, quel que soit le site et le support, il y a une trace numérique qui va exister et qui va perdurer. Quand bien même le ou la jeune à 15-16 ans qui dit non, moi j'ai pas de problème avec ça, est-ce qu'il aura la même réponse quand il aura 20, 25, 30 ou plus? Et c'est là où le bas est, c'est qu'en fait, il y a clairement une question de danger pour le coup. Après, s'il s'agit réellement de prostitution ou pas, je n'aurais pas forcément une réponse à apporter, mais clairement, par contre, il y a une sensibilisation, une prévention, une protection à apporter pour ces personnes-là, pour ces plus jeunes.
Alors, lors des maraudes, vous parlez de travail de réduction des risques. Travaillez-vous en partenariat avec le CARUD, lien entre réduction des risques par rapport aux consommations et prostitution? Alors, on travaille avec des CARUD, mais pas sur des maraudes. Pour des maraudes, on va travailler avec le planning familial, pardon, AISE, des services comme Prométhée, et d'autres, j'en oublie un. Bon, peu importe, mais pour justement avoir une approche qui soit différenciée et qui rentre dans le registre de la santé. Après, les autres services de santé, on va plutôt être sur un registre de petit déjeuner, santé ou de temps collectif, où les professionnels vont pouvoir venir pour parler de la question des addictions, la question, on ne l'a pas évoqué, mais des grossesses, de la maternité, parce qu'effectivement, pour les femmes qui sont en situation de prostitution, certaines sont mamans et certaines le deviennent. Et c'est comment derrière on se positionne et on engage le travail auprès de ces personnes-là. Est-ce que la politique réglementaire de nos pays voisins permet de mieux protéger les victimes ou est-ce aussi compliqué? C'est une vaste question. Je pense qu'effectivement, il y a de la cohérence à avoir entre les pays, parce qu'effectivement, entre les pays frontaliers qui sont réglementaristes et d'autres qui sont abolitionnistes, on est clairement sur des paradigmes différents sur le sujet. Et pour autant, quand on réfléchit et quand on voit les choses par le prisme de l'Union européenne, au-delà d'un aspect commercial et budgétaire, c'est comment on pense l'Union européenne dans sa philosophie et dans les, en tout cas dans cette réflexion-là sur certains sujets, et notamment ceux-là. Et je pense que pour le coup, c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense à cette échelle-là, sur avoir une réelle politique européenne, sur à un moment donné des sujets de fond et des sujets qui sont sur une question déontologique, sur une question d'idéologie derrière. Quels sont les déclencheurs qui permettent aux victimes de demander de l'aide pour entrer dans le parcours de sortie de la prostitution? Alors, pour ce qui est des adultes, clairement, il y a tout un cheminement entre le fait de nommer son récit de vie, d'être dans une démarche où les personnes, elles ont déjà enclenché une certaine résilience et un pouvoir d'agir. Parce que les personnes qui sont tellement abîmées que ce qui est plus important, c'est de traiter la santé avant toute chose et de leur amener de la stabilité. Quand les personnes arrivent à avoir cette stabilité, c'est là où il semble opportun d'envisager un parcours de prostitution. Et légalement parlant, en fait, toutes les personnes qui font la demande, elles ne vont pas être présentées au parcours de prostitution. Sauf que si on les présente alors qu'elles ont beaucoup de fragilité, ce qui va être envoyé par les membres de la commission, c'est qu'en fait, elles ne peuvent pas être dans un cheminement d'insertion sociale et professionnelle, puisqu'il y a un poids prégnant de la santé et de fragilité. Donc forcément, il y a un gros travail engagé en amont pour que justement, à un moment donné où il y a la possibilité d'envisager ce travail d'insertion sociale et professionnelle, on puisse le proposer. Donc il y a vraiment un timing, et d'autant plus que c'est sur 24 mois. Donc ça, c'est discuter avec la personne de telle façon à ce que nous, on puisse lui faire part de notre regard sur la situation. Mais si derrière elle le souhaite et qu'elle le demande, on le fera. S'il y a un échec, ce sera une matière à discuter avec elle pour lui expliquer ce qui s'est joué, pourquoi, comment et quelles ont été les raisons. Pour les plus jeunes, en fait, c'est souvent un sentiment d'injustice ou le trop qui amène à en parler. C'est qu'à un moment donné, elles se sont senties abusées, elles se sont faites escroquer, elles se sont faites violenter, qui amène à en parler. Sinon, on est effectivement sur le jeu gère, parce qu'en fait, il n'y a pas de catastrophe majeure qui vont les amener à, en tout cas, à venir mettre au travail ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent les maraudes numériques? Eh bien, très simplement, donc les travailleurs sociaux vont sur les sites directement et prennent contact avec les personnes qui sont en situation de prostitution. Soit ils prennent, soit ils appellent, soit ils envoient des messages. Et pour le coup, très souvent, on a parfois des réponses très automatiques, les personnes ne répondent pas, et on a un message standard qui est envoyé. Donc, ça nous permet de voir qu'il y a clairement un opérateur qui est derrière. Et parfois, les personnes répondent, on échange avec elles, on fait connaître les services. Et la difficulté, c'est que les personnes ne sont pas forcément là très longtemps. Et après, c'est aussi d'investir sur faire des maraudes sur les réseaux sociaux. Et ce qui pourrait être intéressant, mais après, c'est comment on pourrait le faire, c'est avoir une double entrée. Faire des maraudes de rue et des maraudes numériques en même temps.
C'est-à-dire que ça a été fait. On va sur, nous à Grenoble, il y a vers le secteur de la gare, il y a beaucoup de prostitution de rue. Et quand on va sur les applications, et on voit qu'il y a de la prostitution avec des applications qui géolocalisent des personnes. Donc on voit qu'il y a de la prostitution hébergée. Après, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat? Voilà. Est-ce qu'on a la légitimité d'aller aux portes des personnes pour aller leur parler, leur faire valoir? Après, il y a des expériences qui peuvent exister par ailleurs et qui le font. Mais clairement, il y a des choses qui peuvent être croisées et les maraudes numériques, aujourd'hui, en tout cas, nous, notre place, et de ce que j'en constate, on est sur du tâtonnement. Donc le format est encore idéal. Proposez-vous la PrEP? Ce public est-il réceptif à la prévention VIH? Oui, complètement. Donc là, pour le coup, on a recruté dernièrement, on a une équipe mixte, donc avec des femmes et des hommes. Et dans l'équipe éducative, il y a quelqu'un qui, justement, a un diplôme universitaire en addictologie, et donc qui est formé sur ce sujet-là. L'idée, c'est pas d'internaliser, voilà, vraiment. C'est par contre des personnes qui ont de la compétence, elles ont de la compétence et elles ont la connaissance des structures et du réseau. Donc c'est comment ces personnes-là font le lien avec les services existants, les services de droit commun, les services spécialisés, pour les faire venir et faire ces mouvements-là. Nous, on s'inscrit, en tout cas la volonté, c'est de s'inscrire dans un moment de vie des personnes et qu'on leur amène la connaissance de ce qui existe. Comme ça, quand elles n'ont plus besoin de nous, si elles ont besoin effectivement de faire des tests, des examens ou avoir recours à la PrEP, qu'elles puissent y aller d'elles-mêmes. Combien de départements ont mis en place la commission partenariale? La commission départementale, après c'est une obligation légale, puisque la loi le demande, donc pour que chaque département doit la mettre en place. Pour autant, nous, notre place, on commence à intervenir à l'échelle de la région grâce à un appel à projet. On constate, c'est pour ça que je parlais des démocraties différentielles, qu'elle se met à l'œuvre, elle se met en mouvement pas de la même façon. Voilà. Donc il y a des exemples où il n'y a pas de parcours de sortie de prostitution. La commission se réunit, mais en fait, il y a le vide derrière, avec une insatisfaction des membres de la commission et des porteurs, nous pensons notamment des droits aux femmes, sur quels leviers elles peuvent actionner pour essayer de sensibiliser au sujet. Et c'est pareil, les membres de la commission, il est important de les sensibiliser, de les former pour qu'ils prennent la mesure de ce que c'est que la prostitution et de ce que ça implique. Et il y a souvent des amalgames qui se font aussi au sein des commissions départementales sur le phénomène migratoire et la prostitution. Et c'est d'amener de la clarté sur ce qui joue par rapport à la question de la traite. Prostitution 2.0, comment travailler avec la valorisation du métier de travailleuse du sexe, notamment à travers des influenceuses, mille et une sur TikTok par exemple, qui mettent en scène ce métier? Après, effectivement, nous, on accueille toutes les personnes, quel que soit leur origine. Donc, effectivement, quand on parlait tout à l'heure du régime abolitionniste et de régime réglementariste, du côté du régime réglementariste, on va parler de travailleurs-travailleuses du sexe, des personnes qui se revendiquent. Nous, on en côtoie au service, c'est pas la majorité, mais on en a. Après, en fait, c'est d'amener du questionnement sur, en fait, le fait d'amener du contenu sur Internet, qu'est-ce que ça va produire à terme? Pourquoi elle le fait? C'est pas d'aider à fabriquer du contenu, c'est de venir interroger, en fait. En fait, quand les personnes viennent et qu'elles me donnent à voir quelque chose, c'est justement de la matière à amener dans l'échange pour amener un esprit critique et de la réflexivité sur comment ça l'expose, en fait. La question de la trace numérique et de la suite après qu'elle ne souhaitera engager ou pas. Et quand bien même la personne qui se revendique travailleuse du sexe aujourd'hui, quand elle aura 10, 20 ans ou 30 ans de plus, qu'est-ce qu'il en sera? Et pour vous, c'est le cas au service. Il y a des personnes qui arrivent, qui ont 50, 60 ans, et qui étaient dans ce discours-là, et qui sont en fait dans une impasse, en disant, j'ai moins de clients, j'ai plus envie, et c'est ce que je fais. Et ça vient impacter leur identité parce qu'ils se sont construits à travers. Alors une dernière question du téléphone. Constatez-vous une difficulté pour les victimes de la traite d'être reconnues comme victimes par la préfecture pour obtenir un titre de séjour? Oui, je peux pas dire non, parce qu'effectivement, c'est des situations très individuelles, très épineuses, et qui amènent des enjeux politiques clairs. Et beaucoup, quand il y a des enjeux politiques clairs, et on est sur des confrontations idéologiques. Donc derrière, nous, si on prend le prisme des personnes et du besoin, c'est un peu décalé.
Donc nous, on ne va pas comprendre qu'est-ce qui va bloquer. Après, effectivement, hein, il y a des contradictions qu'on peut lever par contre. Je vais prendre un exemple, une contradiction assez marquante. Donc, nous, on a un CHRS. Le CHRS est financé par l'État. Si tout va bien. Ok. Donc, on accueille des personnes, aujourd'hui, quand on accueille des personnes, elles ont une stabilité administrative, même de 6 mois. Là, parfois, pour partie, il y a des personnes qui perdent leur statut. On est toujours financé par l'État. Moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, quand les personnes rentrent dans ces structures financées par l'État, pourquoi à un moment donné, il y a un arrêt, une rupture de droit pour ces personnes-là. Nous, notre travail, c'est le travail d'insertion sociale et professionnelle. Si les personnes n'ont pas accès au droit, n'ont pas accès à l'emploi et n'ont pas accès au droit commun, comment on peut faire le travail? Donc c'est soit en fait ils refusent d'accès aux personnes d'entrer en CHRS, et la ligne est claire, mais comment mettre une rupture de droit quand c'est des décisions préfectorales d'État, alors qu'il y a un financement d'État? Voilà, je ne comprends pas. Si vous avez la réponse, Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions dans la salle? Si quelqu'un veut s'exprimer de vive voix. Non. c'est le ventre qui crie pas. Alors, on délibère pour le déjeuner. Face à la